Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans ce nouveau numéro de votre magazine Cette question. Un magazine qui confronte les opinions pour éclore la vérité. Avec moi, 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Daniel Kapenda. Kapenda, lui, il est analyste politique, à la fois acteur politique. Bienvenue. Merci. Doudou Lobo, cadre de l'UDPS et porte-parole du CACH au Lolaba, qui je dis bienvenue aussi. Merci madame. Enfin, Bondomeki, lui, il est également analyste politique. Bienvenue à vous. Merci, également. Madame. Avec eux, nous allons parler de l'ouverture du procès 100 jours qui oppose le ministère public à Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, et 2 de ses co-accusés. Est-ce un signal fort pour un État de droit? Enfin, le débat du jour va se clôturer sur les dossiers de la pétition pour la destitution de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà le menu de ce jour. Avant d'aller plus loin, d'abord ce reportage. Le procès tant attendu du directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, est co-accusé, a bel et bien débuté ce lundi 11 mai comme prévu. L'audience de ce lundi a consisté notamment à l'identification des prévenus. Le dossier concerne 2 marchés publics entre le gouvernement congolais et 2 sociétés de l'entrepreneur libanais Sami Jamal, représentant en RDC de la société des constructions turque Carbode. 3 personnes sont accusées: Sami Jamal, Jano Mouima, chargé des services import et export de la présidence, et également Vital Kamerhe, qui agissait comme principal ordonnateur des dépenses. En chemise jaune et bleue, barbe blanche, Vital Kamerhe est apparu pour la première fois dans cette tenue bien connue des détenus de la prison de Makala. Kamerhe est accusé d'avoir surfacturé les marchés des constructions des maisons préfabriquées du programme des 100 jours. Il est également accusé de blanchiment d'argent et de détournement des deniers publics dans le cadre de ce même programme d'urgence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vital Kamerhe a dans sa brève déposition insisté sur le fait qu'il n'a pas été seul à superviser les travaux des 100 jours. Il y avait toute une équipe, en niant tout contact avec son co-accusé, le Libanais Jamal Sami, dans le cadre de ce programme. Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-le. Il y avait M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait les représentants de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamerhe... assurée par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà. Je vais vous asseoir. Est-ce que vous connaissez M. Sami Jamal, ici, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître pour... À quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Le tribunal de grande instance de Kinshasa, après la cour d'appel de la Gombe, a renvoyé la cause sous examen au 25 mai. Ce renvoi fait suite à la demande introduite par les avocats de la défense pour permettre d'accéder à un certain nombre d'éléments. La poursuite de l'instruction du procès est donc pour ce 25 mai. Et voilà, le débat est ouvert pour la première fois dans l'histoire de la RDC. Un directeur des cabinets du chef de l'État comparé devant le tribunal pour détournement des deniers publics. Est-ce un signal fort d'un État de droit? Daniel Kapenda, vous avez la parole. Je crois que le peuple congolais doit être content. Pourquoi le peuple congolais doit être content? C'est parce que le peuple congolais voulait que nous soyons dans un État de droit. Et je crois que ce qui vient de se passer aujourd'hui, enfin, depuis un temps, je voulais dire, c'est une preuve que nous allons vers un État de droit. Et je crois qu'un État de droit
est favorable et profitable à tout Congolais, qui qu'il soit, à quel niveau qu'il soit. Et ça, c'est important. Alors, si aujourd'hui nous faisons cela, ça prouve aussi que le chef de l'État veut faire le projet de société du Congolais. Le projet de société du Congolais, c'est revenir vers un État de droit, qui n'est pas un État des privilégiés et un État des personnes qui ne valent rien. Non, je crois qu'il faut qu'il y ait une justice équitable pour tous. Et ce qui vient de se passer, c'est une preuve que nous devons, nous tous, honnêtement encourager. Bondomeki, votre réaction? Je crois que effectivement, c'est un point sur lequel moi je dis un coup de chapeau à ce citoyen, n'est-ce pas, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que, politiquement parlant, que d'accepter que son DIRCAB, n'est-ce pas, n'en déplaise à ceux-là qui croient qu'il voulait se débarrasser d'un potentiel adversaire politique. Vous comprenez? Mais s'il pouvait le faire, il allait encore attendre du temps. Ils ont encore presque 4 ans devant eux. Est-ce qu'il fallait le faire aussitôt que ça? Non. Mais que d'abord d'accepter qu'il aille là-bas. Il y a quelque part aussi, il a mis un peu en jeu aussi son image, sa notoriété. Mais quand même, nous saluons ça parce que la loi est au-dessus de tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudra que nous comprenions ici que c'est toute la République. Vous comprenez? C'est la République qui est victime ici. Il ne s'agit pas de X ou de Y. C'est la République, on parle de deniers publics. Et que le système judiciaire de chez nous est tel que c'est celui qui allègue qui doit prouver, n'est-ce pas, la véracité de ce qu'il est en train d'alléguer. Et c'est le procureur qui fait ça. Et le procureur que vous voyez là, c'est un chevronné, c'est un routier. Son image est dedans. Donc il ne peut pas aller se faire passer Vital Kamerhe devant, n'est-ce pas, le tribunal s'il n'avait pas de preuves suffisantes pour que celui-ci soit inculpé. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est une occasion pour la République démocratique du Congo que l'appareil judiciaire démontre de sa maturité à assumer son indépendance. On a plusieurs fois accusé de instrumentalisation, politisation, et aujourd'hui là c'est bien. Un autre point qu'il faudrait que je relève là-bas, c'est que ce procès, madame, a été rendu en audience publique et ça a été reporté par les maisons de presse 5. Que ce soit de la majorité présidentielle, de l'opposition, tout le monde est là et c'est aussi un point pour dire que l'opinion nationale et l'opinion internationale se rendent compte du déroulement du procès. Je crois qu'il y a de quoi espérer que c'est une entame d'un état de droit. Est-ce qu'on peut dire que désormais la justice se porte bien? Non, on ne peut pas dire tout de suite. Nous ne sommes qu'en phase juridictionnelle qui vient de commencer. Or, la phase juridictionnelle qui commence par l'identification des prévenus. C'est pourquoi vous voyez le juge, qui n'est pas du tout dupe, est en train de se battre avec le prévenu Kamerhe pour qu'il dise quelle était sa qualité dans la coordination. Malheureusement, madame, vous le voyez dire directeur de cabinet, tout ça. On ne le poursuit pas comme directeur de cabinet, on le poursuit comme étant un membre de la coordination. Un exemple, il a cité le directeur de la Banque centrale. Or, quand il sera appelé devant la barre, on ne va pas l'entendre comme directeur de la Banque centrale, on lui posera la question « Quel fut votre rôle dans la coordination du programme d'urgence de 100 jours ?» Il dira « J'étais les trésoriers. » Alors c'est au titre des trésoriers de la coordination qu'il sera poursuivi. C'est là la phase, là où nous sommes aujourd'hui. Comme la défense de Vital Kamerhe avec ses avocats a montré qu'ils n'ont pas fait lever copie. Ça veut dire se rendre compte, pénétrer les dossiers en profondeur. Ils ont demandé qu'on reporte. Le juge a été très clair, a accepté. On a reporté à 2 semaines. Nous allons attendre la suite du dossier du procès le 25. Et vous allez voir, madame, que le juge va encore revenir pour que les responsabilités, pas responsabilité en tant que charge, responsabilité en tant que quel fut votre rôle dans la coordination, soit d'abord très bien clarifié et l'envergure donnée. Et là, maintenant, on peut commencer à charger chacun selon ce qui a été fait. Voilà l'abord que je peux donner. Doudou Lobo, je suis à vous. Vital Kamerhe dit, je cite, « Je n'étais pas le seul à gérer le programme. Nous étions 9 personnes dans la supervision et une autre équipe de la coordination. Le numéro 1 de l'UNC tente-t-il de fuir sa responsabilité dans ce programme dont il serait le principal gestionnaire ?»
Non, madame, moi je ne peux pas voir... De la même façon que vous, pour le moment, de prime abord, je remercie d'abord le président de la République, le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, du fait qu'il a donné quand même une ouverture politique et puis de faire aussi confiance à la justice congolaise. C'est quelque chose qu'on doit vraiment louer. Et il a fait assez qu'il n'y ait plus d'impunité. Il a fait assez que nous puissions tous coopérer avec la justice. Voilà quelque chose que moi je dois apprécier au président de la République. Mais pour rebondir à votre question, moi je peux dire que je crois que mon co-débatteur a dit qu'il n'est pas poursuivi comme étant directeur des cabinets. Donc là, il n'y a pas question d'acharnement politique. Là, il n'y a pas question de quoi que ce soit. Il est en train d'être poursuivi parce qu'il avait au moins une responsabilité à faire lors d'un certain programme de 100 jours. Alors c'est en qualité de ça qu'on est en train de le poursuivre. Dire que l'acharnement, moi je rejette ça. Mais pour revenir un peu, je vais dire ceci. Concernant le dossier Caméré, moi étant cadre de l'UDPS, je n'ai pas vraiment trop de commentaires à faire parce que Caméré, c'est notre allié, de taille d'ailleurs, que je respecte beaucoup, le président de l'INC. Caméré est l'un de nous, directeur des campagnes du président de la République. La justice aussi de l'autre côté, c'est notre justice. Nous sommes en train de faire un effort à ce qu'il y ait quand même un état des droits. On ne peut pas parler comme mon co-débatteur honorable Kapenda a dit. On ne peut pas parler d'un état des droits si la justice n'est pas si forte. Alors je souhaiterais à ce que je puisse vous dire que la justice nous appartient, Caméré nous appartient. Caméré tente de fuir sa responsabilité dans le programme dont madame, je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais ce qui est vrai, nous avons souhaité c'est que la justice puisse faire son travail. D'ailleurs, pour le moment, je vais vous informer. Dans cette audience, il y a d'abord 3 étapes. La première étape, c'était d'abord l'identification de prévenus. La deuxième étape, plutôt, c'est on doit connaître quel est le rôle joué chaque prévenu dans ce programme. Et la troisième, on va descendre pour savoir la part de chacun. Cela ne veut pas dire qu'il est en train de fuir sa responsabilité. Quelque part, quand il dit que je n'étais pas le seul superviseur ou le seul coordonnateur, il se reproche qu'il était à la tête d'une commission. Alors, s'il faut qu'on fasse trop de commentaires là-dessus, c'est encore si tôt. Non, ça, c'est le langage des vulgaires. S'il faut qu'on parle tout autour de ces problèmes, moi, je dirais que c'est encore si tôt parce que là, il y a eu question juste d'identification. On a identifié, on a présenté les faits. Alors, nous attendons à ce qu'on puisse nous dire parce que la chambre foraine a été en huis clos. On n'avait pas diffusé ça. Nous attendons voir comment la justice va nous amener dans cette affaire parce que tous les Congolais, leurs yeux sont braqués sur cette affaire. Nous ne pouvons pas vraiment faire trop de commentaires là-dessus. Oui. Est-ce qu'il tente de jeter la responsabilité? Non, vous savez, madame, quand on a posé un acte comme celui-là, dans son subconscient, on doit savoir qu'on l'a fait ou on ne l'a pas fait. Et je crois que nous allons le découvrir au fur et à mesure qu'il sera entendu. Au fur et à mesure qu'il fera des allégations, c'est au finish que nous nous rendons compte qu'il est responsable de tel ou de tel acte. Mais la question substantielle que vous aviez posée, c'est celle de savoir, est-ce que c'est un signal fort? Effectivement, c'est un signal fort. Qui pouvait croire qu'un directeur de cabinet d'un chef de l'État pouvait être mis à la barre, comme on est en train de le faire? Personne. Je crois qu'il y a eu des gens, bien sûr, les gens sont en train de parler du passé, ils veulent chercher les pouces sur les têtes des gens, ça n'a rien à voir. Moi, je crois qu'il y a un début à chaque chose. Nous savions que dans notre pays, le pouvoir, lorsqu'on y succédait, c'était à coups de matraque, c'était à coups de balles, c'était à coups de tuerie, et aujourd'hui, il y a eu une passation pacifique du pouvoir. C'est déjà un rythme qu'on a pris. Bien sûr, l'inertie, elle nous accompagne un peu, les mauvaises habitudes, la tricherie, le vol, la concussion, toutes ces choses nous suivent. Mais au fur et à mesure que nous allons prendre le temps, vous allez vous rendre compte que, madame, les gens vont s'y habituer et tout le monde va se mettre au pas.
Et il fallait oser. Moi, je crois que, en essayant de paraphraser mon co-débatteur Doudou, il dit c'était un directeur de cabinet du chef de l'État, c'était le directeur de campagne du chef de l'État. Son principal allié. Et lui devait d'abord savoir ce qu'il est. Il faut se connaître, madame. Moi, je crois qu'en politique, il y a l'éthique politique qu'il faut avoir. Lorsque vous êtes élevé à un rang politique, vous devez avoir des attitudes d'un responsable. Vous devez avoir. Ce qui manquait à Caméré. Ça manquait d'abord. Je me permets de le dire parce que moi, j'étais offusqué de voir dans un État où le peuple est en train de trimer, dans un État où le peuple meurt de faim, qu'on puisse faire un mariage aussi ostentatoire. Ça, c'est une injure. Moi, je crois qu'un homme d'État doit savoir qu'est-ce qu'il est. Il doit d'abord se connaître lui-même. Et ça lui permet de s'auto-évaluer. Ça lui permet de voir quelle attitude prendre à tel ou à tel. Parce qu'un homme d'État n'a plus une vie privée. L'homme d'État, sa vie est publique. Et lorsque vous posez des actes comme ça énerve. Il y a des gens que ça énerve. Ou est-ce que subitement, lui, nous savions le temps qu'il traversait? Ce n'était un secret pour personne. Nous sommes dans le méandre politique national. Nous savions qu'il logeait le diable dans ses poches. Et subitement, il fait un mariage qui vaut des montants qu'on nous racontait là. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça vous poursuit des choses comme ça. Lorsque vous posez des actes comme ça, vous le faites dans un autre cadre, mais les gens vous observent. C'est comme si aujourd'hui, moi, Capend, ministre, au là-bas, vous me voyez, moi qui roulais dans une Jeep moyenne, subitement. Il s'est fait la fortune. Je me fais une fortune scandaleuse. Vous me voyez construire un immeuble comme Emirates de Dubaï au rond-point de l'indépendance. Mais c'est le rêve de chacun. Oui, mais quand il mise un tel poste, il dit je veux faire. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que Joseph Kabila le disait. Il le disait si bien. Moi, je l'ai toujours admiré quand il disait j'ai besoin de 15 Congolais qui réfléchissent comme moi. Je crois que nous pouvons construire ce pays. Parce que l'homme congolais, même aujourd'hui, moi je suis gêné de voir des gens qui viennent au pouvoir, qui accèdent. Le seul leitmotiv, le seul objectif, c'est se faire une fortune. Mais lorsque vous allez au pouvoir pour vous faire une fortune, mais où vous mettez où la place de la population? Nous avions fait la politique dans cette ville de Kolwezi, où on nous matraquait tous les jours, nous marchons à pied, nous n'avions même pas un sou dans nos poches, mais on se battait contre une dictature parce qu'on voulait que l'autre soit mieux, que l'autre devienne. Mais si on le fait pour soi, la politique on ne la fait pas pour soi, c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, quand vous élisez mal un acteur politique, vous élisez votre propre misère. Parce que vous allez élire quelqu'un qui, lui, son problème, c'est sa cousine, c'est son frère, c'est sa nièce. Et vous allez voir même dans la configuration ou la constitution de ce cabinet politique, c'est la tribu, c'est le cousinage, c'est la parenté. Toutes ces choses, c'est pour dire, mangeons, rassosions-nous, mais que le peuple crée. Et je crois que c'est ça, Caméré. Caméré venait de poser un acte. D'abord, moi, quand j'ai vu ça, j'étais écœuré. J'étais refroidi complètement. Et j'ai trouvé que ça va amener une histoire. Parce que, vous savez pourquoi les combattants de l'UDPS commençaient à dire Félix ne dirige pas. C'est Caméré. Il disait ça et les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il pouvait dire ça. C'est parce qu'ils voyaient que Caméré était tellement... Un élément gênant. Non. Il était tellement... affichiste. Voilà. Et même un peu arrogant financièrement par rapport au président de la République. Et ça gênait. Je vais et revenir à vous, Bondomeki. Merci beaucoup. Vital Caméré, il ne savait pas ce qu'il était. C'est pourquoi il s'est retrouvé impliqué dans le dossier où il est, selon Daniel Kabila. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais permettez-moi d'aller tout droit entrer dans mon co-débatteur Doudou. Ils doivent comprendre ceci qu'en politique,
les coalitions ne sont pas des cocons pour commencer à masquer, à cacher, n'est-ce pas, des corrupteurs, des voleurs de deniers publics, des menteurs, des incompétents. Non. La coalition peut être là, mais la coalition n'est pas entre deux individus. Ce n'est pas un mariage de deux individus. Ce sont deux institutions publiques que sont les partis politiques avec leurs représentants. Quand vous voyez leur protocole, quand ils signent, on dit pour UNC, Vital Kamerhe, pour UDPS, Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont les deux individus qui sont vraiment les tenants et les aboutissants, ça s'arrête là-bas avec eux. Tshisekedi peut sortir, la coalition continue. FCC cache pareil. Donc les coalitions ne sont pas des cocons là où ils doivent se cacher. Ça c'est un. S'il y a lui-même, Félix le disait, tu peux être mon ami de quelle manière. Mais dès que tu touches au denier public et que c'est établi, la justice va faire son travail. Il le voulait. Comme l'excellence l'a dit, c'était un projet de société qu'il a présenté à la population, à la nation congolaise, et il veut l'appliquer. Madame, je vais relever ici une chose. Lisons, la démocratie pour laquelle nous nous battons autant, c'est une culture que nous avons empruntée ailleurs, que nous avons adoptée, nous trouvons que c'est de la civilisation. Regardons les grandes civilisations de démocratie. La France, l'Angleterre, les États-Unis. Vous allez voir que souvent, les pionniers de la révolution eux-mêmes ont été pendus par le peuple. Lisez bien l'histoire. Vous allez voir, ils ont été pendus, chassés, disgraciés par le peuple qui a compris la quintessence du changement. Mais les gens au pouvoir, si vous ne marchez pas selon ce que vous avez donné comme leitmotiv, ils se sont dit, alors c'était un troubadour, un loubra qui voulait nous amener sur une chose qui n'est pas correcte. La responsabilité de Vital Kamerhe. Oui, madame, votre question a été très limpide. Est-ce que Vital Kamerhe est en train de fuir sa responsabilité? Il dit non. Je ne veux pas dire qu'il est coupable ou pas. Madame, je réponds, je ne veux pas dire ici qu'il est coupable ou pas. La phase juridictionnelle commence par l'identification. Donc que l'on sache quel était votre rôle dans la coordination. Mais il dit, je n'étais pas seul, nous étions à 9. Madame, écoutez. Jamais, vous n'allez trouver, même si on vous dit, ici il y a une gestion collégiale. Tout collège a toujours eu un répondant. Tout collège a toujours eu un répondant. Et quand vous regardez le collège là de 9 qu'il a cité, le précédent, c'est lui. C'était l'image, la personne, c'était le messie du président. Et à ce titre, il avait un veto à dire là-dedans, qui est d'ailleurs clair et tout le monde le sait. Si on s'est acharné sur lui, c'est parce qu'on sait que, juridiquement parlant, c'est parce qu'on sait que le circuit d'attribution des marchés dans ce programme, c'était lui qui signait un dernier ressort. La sortie d'argent, elle devait se faire toujours par lui. Madame, lui également qui rejette la faute sur les ministres du régime. Madame, suivez-moi. Le ministre, c'est ce que nous voulons justement avec la justice. Toutes les personnes qu'il a citées seront appelées. Moi, j'ai aimé comme on a mis le procès diffusé. C'est pour que l'opinion internationale nationale suive. Voyez si Tshisekedi va se jeter, il va cracher en l'air pour que la salive lui revienne au visage. Or, je ne pense pas que ni Tshisekedi ni la justice acceptera une telle chose. Moi, je trouve que, en tant que responsable, en tant qu'homme, nous devons savoir assumer. Oui, Bondo, quel était ton rôle? Mon rôle était de classer les factures. J'accepte mon rôle. Mais pendant ce temps, moi, Bondo, je suis enseignant de l'université. Mais je ne vais pas brandir ma qualité dans une université là-bas. Non. Dans la commission, j'ai classé les factures. Où est la facture numéro 8? Je dois la retracer. Si je ne retrace pas, alors j'ai fait faux usage de faux. J'ai retiré un document qui va faire lumière à la justice. Et à ce titre, je serai poursuivi. Est-ce que vous comprenez un peu le problème? Je ne dis pas qu'il est coupable ou non coupable, mais qu'il accepte quel fut son rôle. Qu'il ne dise pas, mais je n'étais pas seul. Non, non, le fait de dire, c'est une fuite en avant. C'est une fuite de responsabilité. Or, il doit dire quel était mon rôle. À chaque fois que tel disait ceci, tel disait ceci, tel disait ceci, moi, mon rôle là-dedans était ceci. Comme ça, le juge qui est là pour la justice saura à quoi s'en tenir avec ses prévenus. Et après quoi, toutes les personnes citées seront appelées. Venir le charger ou le décharger, nous ne savons pas encore. La justice n'est qu'à la phase d'identification. Vous étiez en train de sourire, vous avez ajouté. J'ai voulu d'abord éclairer quelque part. Allez-y. Nous ne sommes pas là pour condamner Kamerhe. Qu'il a volé,
ou les taquer ou les charger quelque chose. Non. C'est à la justice de le faire. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Nous devons connaître quand même notre responsabilité dans chaque activité. Qui étaient les signataires de qui? De la population? Non, dans chaque activité que nous sommes en train d'entreprendre. Voilà. Qui étaient les derniers signataires ou bien l'ordonnateur de dépenses ou qui représentait l'État congolais vis-à-vis des entreprises qui devraient assumer ces travaux? Il est connu. Si vous regardez parmi les collèges là, il y avait les collèges des superviseurs au nombre de 9 et 6 coordonnateurs. Celui qui était à la tête de la coordination, donc celui qui était le patron de tous les coordonnateurs, c'était l'ambassadeur Kazadi. Mais celui qui était le boss des superviseurs, c'était le président Kamere. Eh bien, la justice n'a fait que son travail en demandant à celui qui était le responsable des superviseurs. Qui était le dernier... Certaines bouches qui estiment que le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, s'est comporté en super intellectuel, assez hautain, arrogant. Est-ce que ces attitudes ne peuvent pas... Chaque déclaration n'engage que son auteur. Il a dit devant le juge qu'il est quand même intellectuel. Il sait pourquoi il a dit. Mais ce qui est vrai, si nous voulons suivre vraiment le problème à la loupe, vous allez voir quelque part, il y a des responsabilités quelque part à partager. Quelqu'un qui était le tout dernier à signer, c'était qui? C'est lui qui engageait même la signature de l'État. Je me rappelle un moment ici, on a parlé même de ça. Il avait suspendu toutes les dépenses des caisses de l'État. En qualité de qui? Ministre des Budgets ou ministre des Finances? C'était pour permettre à ce que la commission puisse mieux faire son travail en finançant les travaux de 100 jours. Mais qui étaient les signataires? Qui engageait les dépenses? Sur le plan comptable, hein, nous devons avoir les documents qui justifient notre responsabilité. Quels sont les documents? Ce sont les entrées et les sorties. Les chèques là qu'on a vus là, qui étaient les signataires des chèques? Qui étaient les porteurs des chèques? Mais tout ça, on doit se poser la question de savoir, maintenant, quelle est la responsabilité finale de Kamerhe? Si Kamerhe se retrouve que dans tous ces circuits, c'est lui qui était là, eh bien, la justice doit faire son travail. Bientôt, je reviens à vous, Daniel Kapin. Oui, mais Kamerhe, il est là en tant que prévenu. Et le rôle d'un avocat, c'est de défendre son client. Même s'il est meurtrier, l'avocat a le devoir de le défendre. Et c'est ce que la défense de Kamerhe est en train de faire. Et lui, il a dit qu'il était intellectuel, c'est vrai, qu'il était professeur, c'est vrai, tout ça c'est bien beau. Mais lorsque il s'est agi de répondre à une question simple, il n'a pas prouvé qu'il était tout ce qu'il est en train de dire. Il devait dire, on lui a demandé quel est le rôle que vous jouiez. Je me mets dans un parallélisme tout droit avec les deux. Il a dit quoi? On lui a demandé quel est le rôle que tu as joué là-dedans. Il n'était pas seul. Il dit il n'était pas seul. Ce n'est pas la réponse à la question. Le rôle qu'il jouait. Eh bien, ça vient d'être martelé haut et fort par le co-débatteur Doudou. C'était lui l'œil du chef de l'État. C'était lui qui avait la dernière décision. Vous pouvez aller dans des élucubrations, mais au finish, c'est lui qui donne son veto. Il devait avoir le même droit de veto parce que lui, il le faisait chaque fois qu'il devait poser un acte assez périlleux, il devait se référer à quelqu'un. Et quand on lui donne le quitus, il le fait. Mais lui, il s'est permis de faire d'autres choses sans le quitus du chef. Lorsqu'on pose la question au chef, il dit non, je crois que je lui ai fait confiance parce que même la Bible nous interdit de faire un jugement a priori sur quelqu'un sans en avoir les preuves. Et la première des choses à faire dans une coalition comme il est en train de faire, c'est de se faire d'abord confiance. C'est pour ça qu'il y a un adage français qui dit la confiance ne se réclame pas. La confiance se mérite. Lorsque je vous donne ma confiance, vous n'allez pas me dire ayez confiance en moi, ayez confiance. Non. Posez des actes. C'est moi-même qui vous ai donné cette confiance. Je vous ai dit tu as droit à ma confiance parce que j'ai essayé ça avec toi. C'est passé comme ça devait se passer. J'ai essayé ceci avec toi, ça s'est passé comme ça devait se passer. Mais moi je crois que
Caméré, il ne peut que se défendre, madame. Ce n'est pas une fuite en avant, il ne peut que se défendre. Même un assassin, quand vous lui posez la question, pour qu'il reconnaisse d'emblée sa culpabilité, ce n'est pas très aisé. Il va chercher des subterfuges, il va passer dans des méandres pour adoucir sa tuerie. Et c'est ça le mais est-ce que ces attitudes d'arrogance, ces attitudes hautaines, ne peuvent-elles pas influencer la heureusement que ça vient de toi, madame. Ça vient de toi parce que... certaines bouches. Non, j'ai dit... Non, non, non. Ce n'est pas pour te mettre au pilori. Non, je viens de me rendre compte que j'ai fait le même jugement que toi parce que j'étais en train de suivre le procès. Je me suis interloqué en disant quelle arrogance. Or ça, vous savez, la cour, elle est là, elle vous suit. Mais vous ne devez pas énerver les juges parce qu'à un moment, c'est un être humain. Il y a la loi d'un côté, il y a les humeurs de l'autre. Donc vous avez des manières de parler. Vous devez avoir une manière, une galanterie, une gentillesse de répondre à des questions. Mais souvent, les personnes qui n'ont pas raison essayent d'énerver l'interlocuteur. Et d'ailleurs, ce sont parfois des stratégies que les gens utilisent. Oui, ils utilisent parfois pour désarçonner un co-débatteur. C'est peut-être lui dire quelque chose de très fort et d'une certaine manière pour l'énerver. Et quand il s'énerve, il se perd. Même moi qui suis sportif, dans le sport, j'ai vu des joueurs qui font ça. Il dit à son geôlier, il dit, je vais te dribbler, imbécile. Il y a des gens, c'est très mal éduqués, comme ça, qui font des trucs comme ça. Mais quand il le fait, soit il connaît les humeurs de la personne. Il sait qu'en lui disant ça, il va s'énerver. Et en s'énervant, il va créer un pénalty dans son camp. Merci, madame. Madame, vous savez, même la Bible, le livre sacré de chrétiens, dit « La justice élève une nation ». Je voudrais ici aller avec mon co-débatteur Doudou, maintenant dans ma casquette de financier. Un circuit orthodoxe de finance se passe comment? Celui qui est sur le terrain rencontre un besoin, établit un état de besoin. Cet état de besoin là-bas est évalué. Il y a un expert qui doit le prendre, le checker et aller sur le terrain, se rendre compte que ce sont les mieux offrants. C'est là même l'étude des marchés, des besoins de marché. Lorsqu'on sélectionne les meilleurs offrants, on va maintenant voir le document de celui qui a été retenu. On amène maintenant à l'ordonnanceur principal. Vous comprenez? Il va regarder, apprécier tout, est-ce que tout, oui, il appose sa signature. Maintenant, après que l'ordonnateur pose sa signature, ça va maintenant aller chez les trésoriers. Donc vous allez comprendre que sur une demande de sortie de fonds, celui qui signe en dernier lieu, c'est le trésorier. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a, combien il y a dans le compte, mais ce n'est pas lui qui en est le gestionnaire. Le gestionnaire reste l'ordonnanceur. Lui, il est celui qui tient la caisse. Est-ce que vous me comprenez, madame? Ce qui fait que le ministre de Finances, qui est l'argentier de l'État, qui était le trésorier dans la commission, ne devait que signer en dernier lieu sur la demande de sortie. Mais, en tant qu'argentier, gardien de nos caisses, de nos deniers, il avait le mandat de documentation et d'orthodoxie financière. J'ai financé, le dossier est déjà financé à 70%, les fonds sont déjà décaissés. En descendant sur terrain, c'est son mandat. Il se rend compte que les travaux sont effectués à 10%. 35%. À 35%. Madame, et lui, technicien qu'il est, ne peut pas continuer à faire sortir quoi? Le fonds. Il arrête. Il n'a pas bloqué. Il disait, j'ai déjà fait sortir, bien sûr, dans toute orthodoxie, 70% de fonds, mais la réalisation est à 35%. Justifié et se continue à donner. Est-ce que vous allez traiter le ministre des Finances de blocage? Non, madame. Soyons clairs. Ici, nous voulons tout simplement, et c'est ce que le juge cherche, l'identification. Et moi, mes commentaires aujourd'hui ne sont pas sur la culpabilité, sont sur l'identification qui va nous montrer le rôle que chacun a joué dans ces... Madame, je crois que mon co-débatteur n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que moi j'avais dit. Voilà, merci beaucoup, madame. Comme lui l'a compris très bien, c'est comme ça qu'ils veulent jouer avec la nation, la République. On appelle République, res publica, la chose de tout le monde. Vous pouvez être autant fort que vous voulez. Malheureusement, le petit peuple congolais a été éduqué comme ça, entraîné comme ça.
grand prêtre et tout ça. Mais le grand prêtre est arrivé là-bas comment? Madame, est-ce que vous avez aux États-Unis, pour qu'on vous appelle famille riche, il vous faut combien d'années? Mais ici, comme l'excellence l'a dit, cette protubérance d'exhibitionnisme qu'on a vécu, madame, c'est que il lui a dit ostentatoire, moi j'ai dit ostensiblement ostentatoire. Vous offrez à votre femme un bijou, un collier avec des diamants. Fallait-il appeler des journalistes pour ça? Pendant qu'il y a des peuples aujourd'hui, madame, des gens qui vivent chaque jour, c'est scientifique ce que je vous dis, avec moins d'$1 par jour. Et lui, il peut montrer comment est-ce qu'il offre à sa belle, jolie dame, n'est-ce pas? Je ne veux pas entrer dans un jugement moral ici, un collier de diamants. Mais ce ne sont pas les fonds de l'État qui ont été alloués au programme des 100 jours, c'est son Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, mais je vous signale que toutes les révolutions du monde, depuis que cette terre est terre, ont vu le jour lorsque l'autre a mangé et moi je n'ai pas mangé. Quelqu'un qui passe devant Jambo, d'abord il n'y a pas de télévision chez lui, il passe devant Jambo, on a mis un écran, il passe au niveau du rond-point tunnel, le gouvernement provincial nous a donné un écran là-bas, il voit là-bas un directeur de cabinet qui a encore moins d'une année, n'est-ce pas, offrit, venant de l'opposition, parce qu'il était déjà beaucoup d'années, beaucoup d'années en chômage. Boum, il est en train de mettre un collier de 500, 150 000 $ à sa femme. Peu de temps après, il donne 30 vaches pendant que nous avons des enfants malnutris. Madame, au Congo, il y a 13 millions de Congolais qui meurent de malnutrition. Nous sommes le 2e pays après l'Érythrée malnutri. Lui, il peut donner à la fête d'un ami 30 vaches. Combien d'orphelins nous avons ici? Combien d'orphelins nous avons au Kivu, chez lui? Mais malheureusement, ce peuple-là est en train de verser dans le tribalisme, de dire qu'il y a instrumentalisation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se taire un peu, de laisser la justice faire son travail et que les coalitions politiques comprennent que ce ne sont pas des rideaux, des cloisonnements, des scléroses qu'on a mis là-bas pour que là-dedans, dans ce gouffre là-bas, s'organisent des malfrats, des corruptions, des incompétents, des dribbleurs, des tourneurs de deniers publics. Madame, ça, le peuple ne sera jamais d'accord. Ces qualifications-là, moi, ça ne me surprend pas. Vous savez, dans notre pays, nous sommes habitués à parler de gros mots sans savoir comment l'utiliser. J'ai voulu parler d'abord pour ce qui concerne la coalition. Vous savez, les accords d'une coalition ne peuvent jamais être au-dessus de la Constitution. Bien qu'on peut être en coalition, d'ailleurs, je vais beaucoup parler dans le deuxième point, parce que là, je me réserve un peu sur base de quelque chose. Mais je vous dis seulement que... votre allié. Je ne protège pas mon allié, c'est un Congolais comme moi. Et quand je parle en termes de Congolais, je parle librement. Parce que vous êtes en coalition, vous vous réservez. J'ai bien dit que la coalition n'est pas au-dessus de la Constitution. De la nation. Non, de la Constitution qui gère la nation sur le plan juridique. Mais ce qui est vrai, je vais vous dire quelque chose. Quand moi j'avais dit à ce que nous devons connaître le circuit, je n'avais pas dit que c'est les ministres des Finances qui avaient refusé ou qui avaient bloqué les décaissements. Je connais les circuits, je connais les problèmes. À un certain moment, on a eu, partout là, nous avons eu des lettres pour dire qu'il n'y aura plus de décaissements dans la Banque centrale. Et c'était pourquoi nous, on a cru peut-être que c'était pour financer les travaux des 100 jours, mais malheureusement. Mais ce qui est vrai, nous ne pouvons pas quand même accuser quelqu'un parce qu'il a acheté des bijoux, il a acheté des vaches, parce qu'il a fait ceci, cela. Écoutez, de toutes les façons, lui-même a dit dans sa propre bouche, tout autour de lui, Kamere, président, il y a toute une notoriété. Mais nous devons savoir, quand on a une notoriété pareille, comment nous pouvons répondre favorablement à la population qui nous donne ces éloges-là. Ce n'est pas question, vous vous réveillez, vous donnez. Donc, en donnant 30 vaches, vous savez, ici chez nous, 2 vaches coûtent un peu cher. Mais à l'Est, c'est rien. Ça ne coûte rien. Que représente une vache à l'Est là-bas? Il y a des orphelins, mais vous savez ce qu'il fait à l'Est là-bas par rapport aux orphelins, aux veuves? Donc moi je ne pense pas que ça peut être l'objet de notre débat. Mais ce qui est vrai sur le plan juridique, j'ai voulu tout simplement dire que
Sur le plan juridique, j'ai voulu tout simplement dire que nous, personnellement, à l'IDPS, nous sommes en train de regarder le déroulement de ces dossiers, comment ça évolue. Au cas où ça ne marche pas, nous allons parler. Et ce n'est pas pour rien qu'on est calme, on ne veut pas même faire trop de commentaires. Est-ce que la retransmission de ce procès, publiquement, ça n'humilie pas davantage le chef des directeurs de cabinet? Non. Dans quel sens, madame? Vous savez, à un certain moment... Est-ce qu'il est déjà plongé dans nous dossier supposé sale? Qui est plongé dans les dossiers sales? Le directeur de cabinet. Je vais vous relater quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être avec mes co-débatteurs. Allez-y. Avant qu'on arrive au niveau de plénière que vous avez vu là, de la justice, il y a eu d'abord les inspecteurs généraux de finances qui ont inspecté, qui ont fait l'audit interne au niveau de la présidence au moins 4 fois. Est-ce que vous êtes informé de ça? De deux, quand ils ont terminé, le président de la République a remis son cabinet en ordre et nous avons tous vu ça. Il les a interpellés pour dire c'est lui qui est dans cette histoire qu'il se retire. Et il y a eu des confirmations de la part de certains responsables du cabinet de chef. Et quand le chef a vite compris que ça n'a pas pu tenir, c'est alors qu'il a confié le problème au niveau du Conseil des ministres. C'est à partir du Conseil des ministres qu'il y a eu une décision que le ministre chargé de la justice doit saisir la justice pour ce problème. Vous croyez que quand il faisait toutes ces démarches-là, c'était pour rien? Parce qu'il devait aussi voir clair avec la population pour savoir mais qu'est-ce qui se passe avec le projet que nous avons lancé. Et s'il a vite compris que non, il y a un ça ne va pas, ou si lui-même était impliqué, il ne pouvait pas accepter à ce que les inspecteurs viennent faire l'audit interne à la présidence. Et tout ça, c'est pour vous dire que le président est très ouvert, il veut à ce que la population puisse voir comment on est en train de gérer ces deniers. Ce n'est pas pour rien qu'on avait mis ça, même le procès, on avait mis ça sur la RTNC, pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avec les informations des réseaux sociaux, ça nous trouble, des fois ça nous donne même la folie. Mais le président a donné cet espace parce qu'on avait dit que ça sera un procès de vérité. Eh bien, donnez-nous ces vérités. Bon, je pense personnellement, moi j'étais un peu choqué, d'autant plus qu'en économie, on dit, pour finir, je vais dire, en économie, on dit la confiance n'exclut pas les contrôles. Moi, je travaille avec vous. Si moi, je suis directeur ou vous êtes directeur, vous êtes en train de gérer quelque chose ou un projet, pour que je vous donne l'argent, au préalable, la moindre des choses, je dois vous connaître. Je ne peux pas venir, j'appelle l'honorable Capen, bon, honorable, prenez $1 million sans que je puisse l'avoir vu. Je pense que ce n'est pas vraiment du tout élégant. Bon, quelque part là, je sais que la justice ainsi que les avocats vont aider le président Vital et je pense que ça ira. Il y a eu beaucoup d'histoires que nous avons remarquées en ayant même certaines personnes qu'on a dû donner les montants, les contrats de grands montants pour dire qu'on ne l'a jamais, notre système administratif. Bon, je trouve que ça, ce n'est pas un langage juridique. Dans cette saga judiciaire... Moi, je ne sais pas. Nous faisons vraiment une véritable sarabande. Parce que, Doudou, tu es en train de dire, comme le co-débatteur Bondou, tu dis la même chose. Merci beaucoup. Tu dis comme moi la même chose. Il y a une chose qui nous unit tous. C'est la justice. C'est la justice. Et une chose qui me flatte, c'est que nous disons la même chose. Dans l'ouverture des chefs de l'État. Oui, nous disons la même chose. Nous savons que vous tous, lui et vous savez très bien que Kamere, quelque part, il a fauté. C'est connu. Il a fauté parce qu'il ne pouvait pas se retrouver à ce niveau-là. Il vient de dire, c'est une coalition. La coalition ne veut pas dire la compromission. Et puisque vous parlez de la coalition, il y a déjà... une frange d'opinion qui évoque la manœuvre au sein de cette coalition. Non, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Moi, je crois que je peux être avec Lobo dans une quelconque coalition pour autre chose. Mais lorsqu'il pose un acte qui torpille ce que nous nous sommes dit directement, moi, pour garder ma personnalité, je dois dire, Monsieur Doudou, ce que tu as fait là n'est pas correct et moi je ne suis pas d'accord. Mais c'est ce que le chef de l'État fait. C'est un sens de responsabilité parce que là, si le chef d'État se serait comporté autrement, il aurait donné raison à ce que Bondomeki
venez de faire comme assertion en disant c'est un conglomérat de voleurs, de tricheurs, de menteurs, de corrupteurs, de corrompus. Là, il va donner raison à Bondo. Or, le chef de l'État, lui, c'est son président. Il s'est comporté en homme d'État. Il sait que ça, c'est mon fils, par exemple. Il les livre au moins. Ça, c'est mon allié, c'est vrai. Mais l'acte qu'il a posé vis-à-vis de la population pour laquelle nous tous nous travaillons, cet acte n'est pas bon. Et je condamne ça et je laisse à la justice que vous voulez qu'elle soit indépendante, qu'elle fasse son travail. C'est à la fin du procès qu'on saura qui est condamné et qui ne l'est pas. Mais beaucoup de gens vont défiler. Il y a des renseignants, il y a tout le monde qui va passer, il y a des témoins, tout le monde passera et la vérité va éclore. Moi, je crois que nous disons la même chose. Doudou ne peut pas être offusqué lorsque Bondomé qui parle de cette coalition. La coalition n'a rien à voir. Moi, je crois que le chef de l'État a donné raison à Bondo. Mais il pouvait le protéger, c'est son allié dans la coalition. Non, vous protégez qui? Parce que c'est ce qu'on reprochait. Attention, Vital Kamerhe était dans une opposition contre ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. L'FCC n'est pas au pouvoir, c'est l'UDPS et qui est au pouvoir. Les autres sont ils deviennent automatiquement. Quand vous n'êtes pas, vous ne gérez pas, vous devenez opposant. Et lui était opposant. Il pointait du doigt tout ce que les gens qui géraient à ce moment-là faisaient. Il condamnait, il pointait du doigt tout ce qu'on faisait comme manœuvre. Mais aujourd'hui, il doit savoir que les mêmes personnes qu'il pointait du doigt se sont retournées contre ils ne font que ce que lui faisait. Donc il ne peut pas Voilà. Bondo, si vous avez une dernière parole avant qu'on parte, on passe à la deuxième partie. Bien entendu. C'est que je veux dire. Un peu rapidement. Le président lui-même le disait. Il n'y a pas eu grand chantre de plus que Vital Kamerhe. Sur toutes les chaînes là où il est passé, France 24, Vox of Africa, tout ce qu'il disait, le peuple souffre, mais il y a des gens qui se sont fait millionnaires. Il l'a dit. Faisons un contexte, vous allez voir. Il a décrié la corruption. Mais qu'on le retrouve là-dedans, madame, nous ne voulons pas être dans la situation de la sentinelle qui a volé les choses qu'il était censé garder. Et voilà, ça n'est fini pour la première partie, pour laquelle vous êtes réservé de parler. Dans la seconde partie, vous allez parler. C'est fini pour la première partie, on prend la seconde après cette transition. Et voilà, le débat s'ouvre avec vous, Doudou Lobo. Jean-Marc Kabound s'exprime sur l'organisation d'un congrès pour la prorogation de l'état d'urgence. Il parle d'un montant d'environ 7 millions de dollars. Un député à l'Assemblée nationale s'élève et initie une pétition pour sa destitution. Qu'est-ce qui fâche? Madame, si je me suis réservé, trop réservé, au premier point, j'ai gardé quand même le soufflet d'énergie pour que je puisse me poumonner ici. Allez-y. Vous vous rendez compte, on organise un congrès. Ce congrès-là devrait réunir au moins 609 parlementaires. Donc 500 députés plus 110 sénateurs. Congrès, réunis en congrès. Ça pouvait être gratuit comme ça, ce congrès-là. Vous entrez, vous sortez. On les paye l'argent. Et quel était l'objectif de ce congrès-là? C'était... L'objectif ultime d'abord de ce congrès, c'était la mise en accusation du chef de l'État. On connaît comment la machine de l'FCC fonctionne. Madame, j'avais dit, ici j'avais gardé de souffler l'énergie. Il voulait mettre le président de la République en accusation. Vous vous rendez compte que nous, étant une grande machine politique de ce pays, notre président Ali, Jean-Marc Kabound, 720 gigas, il a pris cette réunion-là, amen. Nous avons essayé d'étudier quelles sont les dépenses, parce qu'on disait que l'ordonnance que le président avait signée pour décréter l'état d'urgence, c'était anticonstitutionnel. Je ne sais pas, les amis de l'FCC peuvent être donneurs de leçons jusqu'à quel niveau. Je ne sais pas.
Or, si vous regardez dans ces ordonnances, on avait évoqué l'article 85, 86, on avait évoqué l'article 144, on avait évoqué l'article 148, voire même 145. Mais c'est sur base de quoi vous pouvez dire que c'était anticonstitutionnel pour organiser un congrès mafieux afin de mettre le président de la République en accusation? Et ce congrès, ça pouvait nous faire 7 millions. Si vous prenez 500 députés, multipliés, il y a des mécanismes qu'on paye un député. Il y a des mécanismes, on connaît ça. C'est un congrès, on les paye l'argent. Si vous faites 500 députés multipliés par 12 000 $, ça vous fait combien? Et si vous prenez 12 000 $ multipliés par 110 sénateurs, et vous prenez la sommation des sénateurs et la sommation des émoluments des députés nationaux, ça va faire combien? Ce n'est pas 7 millions? Quand Kabound a dit ça va nous coûter autant, c'est autant pour dire que non, il faut chercher des mécanismes pour décourager Kabound ne soit plus dans les bureaux. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La présence de Mabounda Janine, Kabound, les bureaux là que vous voyez, c'est un fruit de la coalition. J'ai toujours dit que la coalition qui nous unit aujourd'hui, c'est un feu accidentel. On ne savait même pas qu'on pouvait tomber dans cette situation. Et notre démocratie est vraiment fragile. Nous sommes en train de faire un effort d'abord, pour ramener la paix. Mais à un certain moment, vous allez comprendre que les gens sont en train toujours de rêver, sont en train de raisonner comment tuer davantage un Congolais. Nous allons mourir jusqu'à quand? Parce qu'on vous a dit que ce congrès pouvait nous coûter 7 millions. Maintenant, on introduit la motion. La question que moi et vous, ainsi qu'ensemble avec nos co-débatteurs de cet après-midi, on doit savoir parce qu'il y a un spécialiste en matière parlementaire ici avec nous, sur le plateau. Il doit nous expliquer quelles sont les conditions pour introduire d'abord une motion de méfiance, toute une liste là, que lui connaît bien, il maîtrise d'ailleurs. On a introduit cette motion-là pour destituer Kabound. Les bureaux ne s'est pas réunis selon les règlements d'ordre intérieur d'une assemblée nationale. Les bureaux ne s'est pas réunis. On n'a même pas réuni les présidents des groupes parlementaires pour étudier cette motion-là. On prend tout simplement une décision unilatérale et mettre ça dans l'ordre du jour. Or, nous connaissons comment nous trouvons l'ordre du jour dans une assemblée. Mais pourquoi ils n'ont pas pu traiter cela? S'il vous plaît. Moi, je donne tout simplement les points parce que j'avais dit ici. Ici, je vais beaucoup parler. Mais à un certain moment, nous voyons qu'on est en train de jouer avec la République. On est en train de jouer. On veut mettre le feu dans cette République pour rien. On prend un député de l'MLC. MLC représente combien de députés? 11. 11 députés. Et on prend un député, on le fabrique là, Jean-Jacques Mambada, il fut membre du bureau. On l'a fabriqué, votre avis. Non, un instant que je termine, madame. Je vais revenir à vous pour monopoliser le débat. Allez-y. Je demande seulement à Doudou de se calmer, parce que nous sommes dans un débat politique. Moi, je vous avais laissé en train de parler au premier point, c'est pourquoi j'étais calme. Vous êtes réservé, donnez-leur au moins l'occasion de s'exprimer. Vous n'avez pas Non, je suis content que tu puisses t'époumoner, c'est bien. Mais vas-y, avec tempérance, calme tes nerfs et parle clairement. C'est la tonalité présidentielle. Merci. Vous savez, madame, dans une assemblée nationale, on devait convoquer un congrès, comme il le dit. C'est la chambre haute et la chambre basse réunies pour ce congrès. Comme ils étaient en vacances, je parie, il fallait absolument demander une session extraordinaire. Et avant de demander une session extraordinaire, le bureau s'est réuni. Et Kabound est membre du bureau. Et il est soumis à la discrétion des décisions émanant du bureau. Lorsque le bureau s'est réuni, lui ne peut pas mettre sur la rue ce qui a été décidé. Il est connu que lors d'une convocation extraordinaire, même si elle faisait un jour,
les députés ou les sénateurs sont payés un mois de leur émolument. Il a raison pour dire, c'est vrai, lorsque nous nous réunissons en session extraordinaire, on dit les députés doivent se retrouver, nous sommes en vacances, mais venez tous, il y a une décision à prendre quant à un événement qui s'est passé dans le pays, par exemple. Lorsqu'on nous convoque, nous arrivons à Kinshasa, nous nous réunissons un seul jour, en rentrant, chacun doit voir ses émoluments mensuels. Si c'est 12 000, chacun aura 12 000. Même pour un jour. C'est ça, la session extraordinaire. C'est pour ça qu'une convocation d'une session extraordinaire requiert les avis de tous les membres du bureau. On doit d'abord voir la trésorerie. Est-elle opportune? Parce qu'il y a un budget. Est-ce que la trésorerie est-elle opportune pour qu'on convoque une session extraordinaire? Ils sont obligés de vous couper pour qu'il mette son dernier mot. On est presque à la fin. Le temps nous fait défaut. C'est dommage. Je continue les idées de l'excellence qui sont très bonnes. En fait, je voulais juste relever ici une chose. C'est que pourquoi on passe directement du problème de la destitution aux 7 millions et l'accusation du père. On peut accuser le père si c'est un ordre. C'est bon. C'est démocratique, c'est bien. On peut aussi, comme Jamal Kabound a tous les éléments, qu'il laisse expliquer. C'est clair, on ne destituera pas de manière automatique. Je crois qu'un député national, quand il y a un problème qui touche l'intérêt de la nation, il faut savoir jouer comme quelqu'un qui défend la population. C'est quand peut-être les idéologies ne marchent pas bien que vous allez peut-être sauter. Il ne faut pas se battre toujours à tout moment comme des adversaires politiques. On les voit même au Sénat, malheureusement. Là où quand on dit Sénat, Sénex, ça veut dire vieux, grand, sage. Nous voyons tout ça, le peuple ne se retrouve pas. Madame, le temps, je crois, nous fait défaut. Nous ne savons pas exposer. Nous sommes obligés de nous arrêter là. Voilà tout. Ouais. Nous devions prendre assez de temps pour en parler, pour édifier nos téléspectateurs. Voilà tout pour ce numéro de cette question d'aujourd'hui. Merci à tous nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Surtout, restez avec nous.